Emmanuel Valkenard et Christian Nibourel, merci de nous rejoindre. Bonjour. Voilà, je pense que c'est plus agréable de monter sous les applaudissements. Donc, Christian Nibourel, président d'Accenture, France et Benelux. On vient de voir le petit film que vous avez initié. Et puis Emmanuel Valkenard, CEO d'Iseop. Peut-être pour démarrer par vous, si vous le souhaitez, on vient de voir que la puissance, les potentialités de l'IA sont infinies. Elle n'a pas d'opinion, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Quand on regarde le film qui a été réalisé par vos équipes, qu'est-ce qu'on va comprendre de l'IA? Et donc je reviens à ma première question de départ qu'on m'a posée, en tout cas ce matin, à tous les intervenants. C'est quoi l'IA pour vous? Est-ce que le film y répond et en quelques mots? Et puis ensuite, bien sûr, on verra. Le film ne doit pas y répondre. Je pense que l'IA, on a tous à peu près la même définition. Je pense que c'est un ensemble de technologies qui permettent d'abord de capter la donnée. Ça, c'est le point le plus important. Une fois qu'on l'a captée, c'est de la comprendre la donnée. Ensuite, c'est d'agir, et puis le point final de l'IA, c'est l'apprentissage, c'est d'apprendre. Donc voilà, je crois que c'est un peu en résumé ce qu'on peut dire de l'IA aujourd'hui. Je ne sais pas si Emmanuel, tu es d'accord? Même question. Tout à fait d'accord. Bon, c'est plein de technologies différentes. Nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle le Natural Language Generation, donc le langage, la maîtrise du langage. Mais c'est plein de technologies différentes et je pense plein à venir. Alors, moi, je voudrais dire, parce que là, je vais commencer. Je voudrais dire un truc quand même, parce que on rentre là, moi, de la table ronde précédente que j'ai appréciée, mais j'ai eu un petit sentiment de dire, et c'est la fin de notre film. Oui, la fin de notre film, c'est New Apply Now. C'est pas demain. Le New Apply Now, c'est maintenant. D'accord? Et c'est même tard. Donc, moi, je veux bien qu'on réfléchisse qu'on théorise, qu'on réfléchisse, qu'on imagine, mais le New Apply Now, c'est Now, c'est pas des mots. Je voudrais pas qu'on loupe ce formidable potentiel, et c'est un risque fort aujourd'hui. Je pense qu'on risque de louper ce formidable potentiel de développement, de création de valeur, de développement du PIB en Europe, parce qu'on aura pris trop de temps pour réfléchir. Si je fais le paradoxe, ou le parallèle, pas le paradoxe, parallèle avec l'industrie, on est à 12% du PIB de l'industrie en France. D'accord? On est à 15% ou 19% en Allemagne et on est en retard partout. Donc il ne faut pas se tromper. Vous parlez de l'IA ou parlez de l'industrie? Non, là je parle de l'industrie. Mais je fais le parallèle. Bien sûr. Je dis attention, nous il faut qu'on se réveille, mais qu'on se réveille très vite, qu'on investisse très vite, parce que nous, en tout cas si vous me parlez d'Accenture, moi je sais ce qu'on fait en intelligence artificielle aujourd'hui, partout dans le monde. D'accord? On fait plus d'1,2 milliard. Plus d'1,2 milliard de notre chiffre d'affaires sur les 35 milliards dans l'intelligence artificielle. On fait 6 milliards quand on ajoute ce qu'on appelle l'analytique, c'est-à-dire tout le traitement des données. Et ça a un rythme de croissance de 30% par an. Et répartition États-Unis, et répartition à peu près équivalente. À peu près équivalente. Mais ça, c'est important. On doit mettre 120, 150 millions de dollars dans la recherche et le développement. Vous voyez, c'est des chiffres, et on n'est pas les seuls à le faire. Mais attention, si on loupe ça, on risque de ne pas prendre cette vague, de ne pas anticiper, de prendre encore du retard. Et c'est ça qui est important. Alors la bonne nouvelle, c'est que des gens comme Cédric Villani s'en occupent, vont faire des rapports. Mais ce qui est important, c'est cette prise de conscience. J'aime pas trop cette musique de dire oui, bon, voilà, on va voir, on réfléchit. Non. C'est pas le cas, je crois que chacun est à sa place. Il y en a qui légifèrent, il y en a qui réfléchissent au cadre, il y en a qui réfléchissent moyen à long terme, et puis après il y a les acteurs, effectivement, au quotidien. Ce que je veux simplement dire, puisque là on est en face des entrepreneurs, c'est que la conscience et la rapidité de ce développement, il est clé dans l'avenir de nos entreprises, il est clé dans la création du PIB. Vous avez à côté de vous un acteur important de ce secteur. Premier logiciel d'intelligence artificielle, c'est Iseop, qui rédige comme un être humain. Donc on a vu tout à l'heure les photos avec des légendes. Votre logiciel a été primé en 2016 comme meilleure innovation en 2016. Qu'est-ce qu'elle apporte comme innovation? Et est-ce qu'elle va plus loin, j'imagine, que ce qu'on a vu dans le petit exemple tout à l'heure d'Alexandre Lebrun? Alors d'abord, ce qui est sympa, c'est que c'est Ventana Research, qui est un grand groupe américain qui nous a décerné ce prix. Dans tout ce qui est la génération de langage, on est 3 dans le monde à maîtriser bien ça, 2 Américains et un Français, Iseop. Et c'est le Français qui a été primé, donc voilà, rien n'est perdu.
Rien n'est perdu. Alors, c'est une technologie française qui est née des travaux de Normal Sup. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'on a une équipe qui est constituée de mathématiciens et de linguistes. Et c'est ce mélange un peu unique qui rend toute la saveur et qui rend toute l'unicité et toute la performance d'Iseop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça... Alors, vous prenez de la data, images, textes, chiffres. On prend la data, la base de données dans les entreprises, on les analyse, on les interprète, et on écrit un rapport, on écrit une recommandation, on écrit une analyse très fine en l'argumentant. Donc en fait, on rend intelligibles des bases de données qui, en tant que telles, ne le sont pas. C'est quoi les rendus? Sous quelle forme? Les rendus, ça peut être... Un rapport annuel peut être fait? Ça peut être un rapport annuel. Alors, on travaille sur des bouts de rapports annuels dans certains grands groupes. On travaille sur... Qui ne sont plus rédigés par des humains. En fait, les parties les plus répétitives et rébarbatives sont faites par Iseop, et les parties à très haute valeur ajoutée sont faites par un analyste aujourd'hui. Je pense que, vous savez, je pense que ça transforme en fait notre façon de voir et d'interpréter les données. Mais c'est vrai aussi dans l'industrie. Pour voir la performance d'usine, donc on a eu ces bases de données, on va dire telle usine est meilleure que telle autre, parce que, et puis ça va bien expliciter tout ça. Alors ce qui est très important, et là je rejoins ce que disait Christian, c'est que ça permet de faire des gains de productivité aujourd'hui énormes. Énorme, c'est pas la technologie, mais si vous voulez, c'est pas la technologie en tant que telle qui va faire ça, c'est vraiment la façon dont le changement va être conduit dans les entreprises. Et c'est cette je dirais, collaboration ou cette association technologie et conduite du changement qui va permettre de passer les craintes et de tirer totalement parti de ces technologies. Patton, Grégoire citait Napoléon tout à l'heure. Elle aussi citait le général Patton. Patton disait « Le débarquement en 1944 en juin a été gagné par les sergents ». C'est les sergents qui ont fait le débarquement. Ce n'est pas les généraux, voilà, c'est les sergents. Et cette conduite du changement est super importante. Et on a eu la chance, Iseop, d'être accompagné par Accenture, qui nous a, je dirais, sélectionnés pour faire certains projets dans le monde bancaire. Et ces projets, ce n'étaient pas des projets de technologie ou autre, c'était des projets de déploiement. Et je pense que cette association entre des grands groupes comme Accenture et des pépites de l'IA comme Iseop, il y en a plein d'autres, c'est ça qui garantit des déploiements fructueux. On le voit justement parce que le déploiement est un élément absolument essentiel et on l'a vu avec Alexandre Lebrun tout à l'heure. Un petit mot peut-être juste sur la relation client. Est-ce que votre logiciel opère également dans ce domaine-là et de quelle façon? Absolument, et je dirais de plus en plus. Alors je vais prendre un exemple dans la banque. Donc, tout le monde a un conseiller bancaire. Moi, j'ai un conseiller bancaire, il ne me connaît pas forcément très bien. Vous connaissez son nom? Il a une existence? Alors, ou un vrai conseiller bancaire, un vrai humain, monsieur Dupont, à l'agence du quartier. Une des applications qu'on a déployées dans plusieurs réseaux bancaires, c'est un coach virtuel pour le client? Pour le conseiller. Ah oui. Pour le conseiller. Comme ça, en fait, c'est une préparation à l'entretien. Avant que vous veniez le voir le samedi matin, il va appuyer sur un bouton et il va voir toute une recommandation. Il va prendre tous vos comptes, depuis 5 ans, 10 ans, il va prendre tous les produits de la banque, la stratégie, etc. Et il va faire une recommandation. Et vous devriez lui proposer tel et tel. Voilà. D'accord, donc il va piloter. Donc, encore une fois, ça va... il va piloter la relation, il va nourrir la relation, ça va il nourrir la structure. la relation. Ça va être un coach. Ça va pas être... il va débarrasser... Le coach, il fait de la stratégie aussi de la relation, visiblement, alors, puisqu'il apporte... il peut l'aider, etc. D'accord. Alors, relation grand groupe... pas PME, mais en tout cas autre acteur, start-up. Ce qui est intéressant, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le sur la mise en œuvre, la capacité. Oui, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Avec Iseop, les premiers tests avant de lancer tout ça dans les réseaux, on les a fait il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Moi, je dirais il y a 10 ans. Ouais, un petit peu moins. Ouais. Il y a 10 ans, on a travaillé avec Iseop sur ces sujets-là. Vous vous rendez compte, 10 ans, ça veut dire que nos modèles, la qualité du langage naturel qui est restitué soit au conseiller, soit directement au client par ces outils-là, elle est aujourd'hui hyper opérationnelle. Donc ça, le conseiller augmenté, il est là. Alors, nous, on travaille avec, Coaldesk, par exemple, sur le domaine de la voix, de la reconnaissance vocale. On travaille avec OUI dans le domaine des mails. On travaille avec Recast dans le domaine des agents intelligents.
Donc on a effectivement, nous, une série de start-up avec laquelle on travaille, que l'on analyse au niveau mondial de façon régulière et que l'on amène avec nous dans nos projets de transformation client, puisqu'on doit faire aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires mondial, et en France c'est la même chose dans le domaine du digital, pour accélérer cette rotation vers ce qu'on appelle la nouvelle relation client. Ce qui est intéressant peut-être pour venir à l'étude que vous avez réalisée sur les potentialités de croissance de l'IA, vous avez fait une étude qui montre que le taux de croissance en France pourrait être multiplié par 2 d'ici 2035 grâce au facteur IA. On voit bien dans l'exemple que vous donnez, hein, les gains de productivité. Comment ça va s'opérer si vous voulez commenter cette là, l'étude, elle dit multiplié par 2, et c'est vrai pas seulement en France, c'est vrai dans tous les grands pays européens. C'était le résultat de l'étude qui sera présentée d'ailleurs ce soir ou cet après-midi par Francis Interman qui a piloté cette étude. Donc lui, il vous donnera le détail des hypothèses et des analyses. Donc multiplié par 2, mais c'est à horizon 2035. Donc là, il y a effectivement un formidable potentiel. Ce que l'on voit, nous, on travaille dans 3 grands domaines finalement. On travaille dans l'automatisation de la relation client avec des systèmes comme Iseop. On travaille dans le contrôle qualité, par exemple dans le domaine de l'automobile, dans le domaine des sièges automobiles, dans le domaine de la construction. Et on travaille aussi dans l'automatisation de processus intelligents, en mettant de l'intelligence artificielle. Et là, on travaille pour les grandes banques, pour les compagnies d'assurance. Et c'est ça qui doit amener une augmentation de productivité et surtout une augmentation de valeur et de valeur ajoutée. Et à l'inverse, que vous apporte la collaboration avec Accenture ? Encore une fois, une capacité de déploiement de notre technologie absolument phénoménale. Accenture, ils sont présents partout dans le monde. Et c'est surtout, je dirais à la fois, ce qui est très intéressant pour nous, des équipes qui vont être capables d'intégrer, je dirais, au niveau IT, notre solution dans l'IT des clients et d'accompagner le changement, de former, de redéfinir les process et d'accompagner le changement. C'est super important. Alors, si on arrive à la question de la transformation des métiers, on a vu la question d'augmentation de gains, de productivité. On voit qu'il y a une croissance qui va être assurée, en tout cas au plan macroéconomique. Si on arrive à la question de la transformation des métiers, on voit bien que là, votre responsable d'agence aujourd'hui, c'est un félicitateur, hein, c'est un coach que vous lui proposez, mais en quoi, dans quelques années, ça va transformer son activité, son métier même? Quelles sont les réflexions que vous avez là-dessus? Déjà, pour ce conseiller, il va pouvoir déjà passer plus de temps avec son client. Plus de temps pour comprendre, plus de temps pour parler avec lui. Donc là, il va gagner 1 heure, 1 heure et demie de travail au départ. Il va être déchargé de tout ce qui l'encombre aujourd'hui, donc il va avoir une vraie relation de qualité. On parlait des call centers tout à l'heure, je crois que c'était Cédric qui parlait des call centers tout à l'heure. Effectivement, les chatbots vont gérer le tout venant et gèrent aujourd'hui le tout venant de plus en plus. Et ça va insourcer, je dirais, les call centers vont être, je dirais, relocalisés en France parce qu'en fait, les call centers, de plus en plus, vont gérer les questions compliquées. Ça va être des experts. Donc on va passer à mon avis, en 5-10 ans, de call centers où on a cherché les call centers les moins chers possibles, en les délocalisant le plus loin possible, à des call centers d'experts qui vont être ultra formés et basés en France. D'accord, donc tout ce qui est répétitif, tout ce qui est de la commodité, finalement, ça va être fait par l'IA. Absolument. Donc on va monter d'un cran. Oui, c'est ce qu'on peut appeler le conseiller augmenté. Mais il faut donner des exemples concrets. Si on dit automatisation de la relation client, c'est aussi meilleure qualité de la relation client. Donc sur les tâches, les tâches c'est quoi? Ce qui existe aujourd'hui, hein, je ne comprends pas ma facture, je réponds de façon automatique parce que j'ai de la compréhension de cette facture, je réponds automatiquement avec mon client dans 50% des cas et après je passe à une intervention humaine. Ça peut être aussi, je veux changer d'adresse par exemple. Je veux changer d'adresse, dans 50% des cas, via un automate, on est capable de le prendre en compte. Mais c'est aussi en termes de qualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais dire l'intelligence artificielle par rapport à cela, ça va permettre aussi dans les call centers de gérer le flux beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des files d'attente au téléphone en attendant qu'un conseiller se libère, on va effectivement accélérer cette prise en charge du client et donc de répondre rapidement. Donc c'est la qualité et c'est l'utilisation, je dirais, optimum de toutes les capacités qu'on peut avoir. Si je prends le domaine par exemple de la vidéo, dans le domaine de la vidéo aujourd'hui, tout ce qui est vidéosurveillance,
vous captez, allez, vous utilisez 2% de la donnée. C'est-à-dire que vous avez 2% de vos images qui sont scannées et qui sont utilisées. L'objectif, c'est de passer demain à 80%. Et quand vous faites ça, un humain ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas mettre les gens à regarder des vidéos toute la journée, à multiplier. Ça, c'est impossible. Ça, l'intelligence artificielle va vous permettre de le faire avec les systèmes apprenants. Et sur l'emploi, quelle est votre projection? Sur l'emploi, si on prend prenons quelques métiers. Tout a été dit ce matin. Vous prenez les échos de ce matin, on dit, il y a une étude qui dit on va créer 21 millions d'emplois. Ouais. On va créer 21 millions d'emplois. Oui, ça on empêche pas pas en prendre des détruire, on va en créer 21 millions d'emplois. D'autres disent on va en détruire. Non, nous, ce qu'on pense, parce que c'est difficile, et moi je ne suis pas un spécialiste de la projection de l'emploi. Non, mais vous avez certain, travaillé ça va là-dessus. créer des nouveaux emplois. On parlait tout à l'heure de systèmes supervisés, c'est-à-dire qu'il va falloir entraîner ces systèmes. Donc il y a des métiers de type entraînement qui vont arriver. Il y a aussi des métiers d'audit, c'est-à-dire d'analyse de mes algorithmes. Est-ce que mes algorithmes n'ont pas de biais? Et puis il y a des métiers qui vont être de compliance. Prenons par exemple trois secteurs. Si on prend les rédacteurs, la presse, rédacteur, on voit bien que votre logiciel, il va rapidement pouvoir remplacer un certain nombre de rédacteurs. Si on prend les pharmacies, par exemple, peut-on imaginer très vite qu'il y ait des robots qui aillent vous servir. Vous prenez toujours l'angle de dire, à partir du moment où j'automatise, je détruis de l'emploi. Moi, je vous dis, oui. Non, je vous donne des situations dans lesquelles, effectivement, moi, je donne d'autres situations, très bien. Je dis que je crée de l'emploi. Je crée de l'emploi avec des... Chez les avocats, par exemple, prenez le web sémantique. Les avocats vont perdre une grande partie d'activité. Mais revenez en arrière, essayez de prendre l'histoire. Parce qu'après, encore une fois, soit on fait des discussions de bistrot, et là la discussion de bistrot c'est de dire on va détruire de l'emploi, moi je vais dire on va créer de l'emploi, vous avez raison, j'ai raison, vous avez raison. Soit on essaye de dire on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Regardez ce qui s'est passé avec l'arrivée du web. On a créé des web designers. Le nombre de web designers aujourd'hui qui sont là et de créatifs dans le web, on ne l'imaginait même pas à cette époque-là quand on l'a créé. Je pense qu'une partie sera la même chose dans ce qui se passe aujourd'hui. Il y aura de la création d'emplois, il y aura de la destruction d'emplois, c'est clair, mais il y aura surtout une montée en gamme dans la valeur que vous délivrez à vos clients quand on parle de relations clients, dans la valeur, je disais tout à l'heure, pas si vous m'avez entendu, mais je disais tout à l'heure, on fait du contrôle qualité dans les usines. Le contrôle qualité dans les usines, c'est pour monter en gamme effectivement le produit et l'usage qui finalement va être produit à l'intérieur de l'usine, mais c'est aussi un formidable confort pour l'opérateur. Contrôler un siège de voiture sur une chaîne, quand vous avez des sièges qui passent à une vitesse très très rapide et vous avez quelques secondes pour voir si le siège il a une malfaçon ou pas de malfaçon, avec la reconnaissance optique, bien sûr. Vous augmentez la qualité du produit sorti, et deux, vous mettez un confort dans l'utilisateur. Et puis vous systématisez, ça que chaque siège... C'est vrai que ça peut être anxiogène, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça peut être anxiogène et salé, parce qu'on ne comprend pas forcément tout ce qui va se passer, et par contre on ne voit pas le formidable potentiel. Et c'est pour ça que je dis que la rapidité compte aujourd'hui. Parce que quand on était dans les systèmes d'il y a 10 ou 15 ans, dans le numérique, où on avait des transformations numériques qui se passaient tous les 5 ans, on avait le temps de l'expliquer, de la comprendre, de se l'approprier, aujourd'hui ça va tellement vite que c'est la rapidité qui compte. Et c'est l'essai-erreur qui compte. Voilà, un petit mot et puis deux questions. Juste alors, au niveau de l'emploi, Iseop recrute. Voilà. Moi aussi d'ailleurs, moi je recrute. On peut faire un appel. Plus, un appel conjoint. Non, il y a beaucoup de... Non, mais moi je pose des questions, je n'ai pas de stress mais particulier, je vous rassure. Je vous le dis, un, et deux, ce qui me frappe, on a tous les 15 jours les mardis de l'IA quai de la Mégisserie dans les locaux d'Iseop. Et il y a une population assez variée et assez sympa qui vient, on discute sur les sujets de l'IA. Il y a énormément de start-up, énormément d'entrepreneurs qui viennent, qui ont plein d'idées, et je pense que ça c'est super réjouissant. Qui est-ce qui veut prendre la parole à ce stade? Monsieur, allez-y. Formation, autre intervention? Question-réponse, à vous. Alors, en ce qui me concerne, oui, absolument. L'information, c'est absolument essentiel. Et c'est, je dirais, c'est à deux niveaux pour moi. C'est bien comprendre, je dirais, les atouts, ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et ses limites. Donc ça, c'est essentiel. Et la deuxième chose, on en parlait dans les entreprises, pour vaincre les peurs et pour vraiment réussir la transformation, il faut former. Il n'y a absolument aucune autre solution. Oui, non, j'ai la même réponse, d'où l'importance de la formation continue à l'intérieur des entreprises aussi. Et ça, c'est important.
Et le mot de fin, mot de conclusion? Le mot de conclusion, c'est quasiment mon mot d'introduction, c'est qu'aujourd'hui, toutes les études vont dans la même direction, ouais. Hein, mais qu'il faut saisir ce potentiel. Je reprenais aussi un exemple qui m'avait frappé dans l'IA et dans l'investissement qui ont été mis dans l'IA dans les startups. Aux États-Unis, les startups ont réussi dans le domaine de l'IA à récupérer à peu près 2 milliards de dollars. En Chine, c'est 1 milliard de dollars. En Europe, c'est 600 millions. Donc voilà, c'est de dire aujourd'hui, il faut qu'il y ait une formidable prise de conscience, que la sortie par le haut, c'est l'innovation, toutes les formes d'innovation, et la nouvelle vague étant l'IA, qu'on a effectivement un certain nombre d'atouts dans le domaine de la formation, dans le domaine des startups, dans le domaine des tests que l'on a pu faire en France et en Europe dans ces domaines-là, et qu'il faut absolument accélérer dans des domaines. Cédric Villani parlait de la santé. Je crois qu'il y a effectivement un formidable potentiel en Europe de développement et de prendre le leadership européen de ce que j'appelle moi la santé connectée. Mais il faut aller très vite, il faut donner des perspectives, il faut faire des investissements qui sont des investissements pérennes sur le long terme avec une visibilité. Et puis il faut travailler sur tout ce qu'on peut voir qui permet de créer et de capitaliser. C'est l'organisation du travail, c'est la fiscalité, c'est les investissements, et c'est là-dessus qu'il faut être... Et puis c'est l'éthique, parce que l'éthique est un vrai problème aujourd'hui potentiel. Et comment sur cette question-là, vous abordez la question dans votre groupe sur les questions d'éthique? D'abord, sur les questions de formation, nous, on forme les gens en permanence. On a dû former 70 000 personnes l'année dernière dans nos centres de traitement aux nouvelles technologies. On forme 70 000 personnes par an. Hein. On doit mettre, je crois, 600 ou 700 millions de dollars par an dans la formation. Donc c'est énorme. Quasiment autant qu'en recherche et développement, les 700 millions que je donnais tout à l'heure. Donc ça, c'est la clé. Et sur le domaine de l'éthique, je crois que c'est la société civile, c'est les philosophes, c'est les responsables économiques et les responsables politiques qui doivent s'emparer de ces sujets-là. Un dernier mot, moi je suis super optimiste, c'est un message d'optimisme. Je pense que ce qui est très important pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de ne pas hésiter à se lancer. J'ai travaillé 10 ans dans l'Internet des objets, je pense que l'intelligence artificielle a encore plus de potentiel et que c'est un travail en réseau, start-up, groupe comme Accenture, capital risqueur, c'est ce travail en réseau qui permet d'aller beaucoup plus vite et de percer, et je suis très optimiste qu'on va créer des champions d'intelligence artificielle demain en France et en Europe. Vous dites que vous recrutez. Quelle est la croissance de votre entreprise? On double à peu près de taille tous les ans. Et vous restez... on recrute tous commerciaux, marketing, ingénieurs, voilà. Et en France, à Lyon et à Paris. D'accord. Et je recrute des commerciaux à New York, si certains sont intéressés. Bon. Une fois, deux fois, qu'est-ce qui souhaite intervenir? Monsieur. Oui, je suis complètement. Alors là, moi, je vais trouver 200%. J'ai été rapporteur pas du projet, mais de la politique santé numérique pour la France, donc je pourrais en parler. Mais vous avez raison, mais le nombre de CNIL qu'on a en Europe, évidemment, c'est aussi un frein. Le principe de précaution qu'on a énoncé, en particulier en France, est aussi un frein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous avez raison, ça fait partie des sujets sur lesquels les politiques, alors pour le coup, doivent s'emparer, travailler et trouver des solutions. Avec nous, les industriels, mais doivent trouver les solutions. Merci beaucoup, merci beaucoup. À tous les deux. C'était fort passionnant. Je vous remercie.